Alors là, on va parler d'une deuxième étude en vraie vie avec les anticoagulants. Donc tout à l'heure, c'était l'étude avec les données de l'assurance maladie. C'était une étude rétrospective sur toutes les prescriptions. Et dans l'étude Saphir, on a fait un focus sur uniquement la gériatrie. Donc c'est une étude prospective uniquement des patients gériatriques. Et donc, peut-être qu'il y en a même certains d'entre vous qui ont participé à l'étude. Donc cette étude-là aussi, je l'ai présentée au Congrès européen de cardiologie. L'intérêt, c'est vraiment uniquement des patients gériatriques et on a suivi les gens tous les 3 mois. Ils étaient traités par anticoagulants, soit AVK, soit un AOD. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, toutes les recommandations nous disent, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, quand on est âgé, il faut qu'on ait un traitement anticoagulant. Et on regarde s'il y a des contre-indications aux anticoagulants, mais s'il y a des contre-indications, on regarde si c'est des trucs réversibles. Par exemple, il y a des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a comme médicaments qui augmentent le risque hémorragique? Donc un médicament habituel, c'est l'aspirine, hein, qui peut augmenter. Donc on ne laisse pas l'aspirine avec les anticoagulants. Et puis il y a les antidépresseurs, par exemple les IRS. Vous savez que les IRS augmentent le risque hémorragique. Les IRS jouent sur l'agrégation plaquettaire. Donc des fois, il y a pu y avoir un saignement. Hop, on arrête l'IRS, on laisse l'anticoagulant. Et du coup, le patient, il ne saigne plus après. Donc il faut essayer de trouver des facteurs de risque réversibles. Mais a priori, il y a toujours plus de bénéfices à donner un traitement anticoagulant que ne pas en donner un. Mais c'est vrai que quand on augmente en âge, on augmente son risque hémorragique. Et donc, il faut faire une vraie évaluation de tous ces facteurs de risque. Quand on regarde les études avec les AOD, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, plus de 75 ans dans les essais randomisés, vous voyez qu'il y a quand même 28 000 personnes de plus de 75 ans qui ont reçu soit un AOD, soit un AVK. Et ensuite, quand on met toutes ces données ensemble, on voit que c'est sur vraiment le risque d'hémorragie cérébrale. Vous voyez, quand ça fait 0,47, ça veut dire 53% en moins. Donc c'est énorme, hein. Il y a vraiment énormément d'hémorragie cérébrale en moins sous AOD que sous AVK. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut donner maintenant des AOD. Hein, quasiment toutes les initiations de traitement en ce moment en France, hein, c'est devenu grande majorité des AOD. Ça a changé. Et vous savez que l'HAS maintenant a dit on met les AOD, ils peuvent être mis en première intention. Et quels sont les patients qui font ces hémorragies cérébrales? Ce n'est pas les jeunes, hein, c'est vraiment notre population en gériatrie. Ce dont on a peur, c'est l'hémorragie cérébrale. Et on voit que sur l'efficacité, le stroke, il y a aussi moins, c'est significatif, puis ça ne touche pas cette barre-là. On a près de 20% de réduction, donc ça marche mieux, et il y a moins d'hémorragie cérébrale, mais ça, c'est 75 ans. Alors, dans les essais randomisés, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas tant de patients très très âgés gériatriques qui ont été inclus. Quand on regarde bien les articles, on voit des plus de 80, il y en a quand même, hein, 3000, 2000, 3000 là. Des plus de 85 ans, vous voyez qu'il commence à en avoir moins. Il y a même des études là où c'est pas marqué, hein, quand on lit l'article, on dit il y a des plus de 80, mais on ne sait pas s'ils ont 80, 85, on ne sait pas combien il y a de plus de 85. Et plus de 90 ans, dans aucun article on sait combien il y en a, sauf celui-là, il n'y en a que 79. Donc vous voyez, il y a très peu de très très âgés. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des données spécifiquement dans cette population de patients très très âgés. Et donc c'est ça, on a besoin de ces données, on appelle la vraie vie, puisqu'on n'a pas des gens gériatriques, troubles cognitifs, les chutes, les déprimés, les dénutris, l'anémie, toutes ces comorbidités qu'on prend en charge dans notre population. Et donc c'était l'objectif de l'étude Saphir. 33 centres de gériatrie. Alors, à Paris, on a été le centre qu'on inclut. Après, c'est le centre du professeur Beru à Lille qui inclut énormément de patients aussi dans ce travail-là. Donc, l'objectif, c'était le risque hémorragique. Hein. Regarder dans des populations, des patients en gériatrie en France, le risque d'hémorragie chez des gens qui recevaient un AOD. Et là, on a choisi le rivaroxaban. L'avantage du rivaroxaban, c'est sa monoprise, hein, donc une prise par jour. Et donc, on voulait une population homogène, donc on a pris le même AOD pour tout le monde. Et comparé à une autre population qui, elle, recevait des antivitamines K.
33 centres gériatriques. Donc il fallait avoir plus que 80 ans, avoir une FA non valvulaire et un début de traitement. Le bras rivaroxaban, la date 2014-2017. Le bras AVK, on l'a fait exprès, on avait commencé le bras AVK pour essayer qu'il n'y ait pas de compétition entre les deux. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le rivaroxaban n'existait pas encore, ou très peu prescrit. Donc comme ça, on voulait essayer qu'il n'y ait pas trop de différence entre, j'ai plutôt choisi l'AVK par rapport au rivaroxaban. Là, à l'époque, il n'y avait que l'AVK, donc il y avait moins ce risque de biais de sélection, de choisir une population un peu plus grave ou moins grave dans un sens que dans l'autre. Donc les gens, vous voyez, tous les 3 mois, ils sont suivis. Essentiellement, c'était des visites téléphoniques. Des fois, il y avait des vraies visites physiques. Et on regardait s'ils avaient saigné, hospitalisé, est-ce qu'ils prennent toujours le traitement. Et puis on leur fait toute une évaluation gériatrique à chaque fois. Le critère principal, c'était donc l'hémorragie, selon les critères habituels. Et toutes les hémorragies ont été confirmées, adjudiquées par un comité indépendant. Ils ont bien regardé dans chaque dossier. Et donc ça, c'est la différence par rapport à l'étude où je vous ai montré sur la base de l'assurance maladie. PMSI, personne ne va aller vérifier dans le PMSI que le patient il a vraiment saigné ou pas. Donc là, on est plus certain de la qualité des données. Et les critères secondaires, c'était le décès ou les AVC. Et puis ensuite, on va essayer de créer un score de risque hémorragique parce qu'en fait, sous AOD, on n'a pas de score hémorragique pour l'instant. C'est le HASBLED, ça a été fait avec les AVK. D'ailleurs, le L, c'est labile INR. Donc HASBLED sous AOD, c'est toujours un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'INR. Donc ça ne sert pas à grand-chose, ce score-là. Donc on n'a pour l'instant pas de score spécifique gériatrique de qu'est-ce qui fait saigner sous AOD. On a donc inclus près de 2000 personnes, c'est énorme, hein, 2000 personnes en gériatrie dans une étude prospective. Le bras rivaroxaban, 1045 patients. Les investigateurs ont très bien travaillé, puisque vous voyez que sur les 1045, il n'y en a que 50 qu'on a perdu de vue. On n'a pas su ce qu'ils sont devenus. Seulement 5% de perdu de vue. On s'était basé sur 15%. On pensait, d'habitude, dans les études, c'est 15%. Donc là, les investigateurs ont très bien travaillé. Ça veut dire qu'on fait de la très bonne recherche en gériatrie. Donc il en reste 995 qui ont eu un suivi d'1 an. Là, je vous montre les résultats à 1 an. Il y a eu l'étude a duré 1 an de plus, mais ça, j'ai pas encore les résultats sur 2 ans. Le bras AVK, 924 personnes, toujours très peu de perdus de vue, et donc 908 patients dans l'autre bras. Donc on a près de 2000 personnes. L'âge moyen, 86 ans. Hein, donc on a vraiment une population gériatrique. Là, c'est pas quelques patients depuis 86 ans de moyenne d'âge. 25% plus de 90 ans. Donc vous voyez, 25% sur les 2000 patients. On a un grand contingent de patients très âgés, 90 ans. Et là, on voit vraiment des patients gériatriques, 46% avec une démence. La principale comorbidité, la dénutrition, 66%. Très important parce que vous savez que les anticoagulants se fixent à l'albumine. Les AVK se fixent à l'albumine. Les AOD se fixent à l'albumine ou pas? Si, ils se fixent aussi à l'albumine. Donc c'est intéressant d'avoir les résultats avec autant de dénutris. 36% de chuteurs. Donc d'où l'intérêt. Est-ce que la chute c'est un facteur majeur de risque hémorragique ou pas? On va avoir les données. 50% de gens qui ont une anémie. Donc aussi plein de gens qui ont cette anémie. Quand on regarde les caractéristiques des patients, on voit qu'ils ont un score de Chadvas qui est à 4,5 dans les deux bras. Et puis après, on retrouve exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'étude de l'assurance maladie. Les médecins, les gériatres ont fait comme les médecins français. Un médicament qui vient d'arriver, même si on avait essayé de décaler un peu dans le temps pour avoir moins ce biais-là, on l'a quand même observé. C'est-à-dire que les patients les plus sévères, qu'est-ce que font les gériatres en 2014 ? Ils donnent quand même plutôt le médicament qu'ils connaissent, l'AVK. Si on refaisait l'étude maintenant, je pense que ça serait différent. Maintenant, on n'a plus peur de donner des AOD, on donne des AOD. Mais en 2014, on n'avait pas encore toutes ces données-là. Donc, les plus sévères, on le voit, hein, ceux qui ont reçu dans le bras AVK, ils ont plus souvent une démence, ils ont plus d'anémie, ils ont plus de chute, ils ont plus de dénutrition, ils ont un score de comorbidité qui est plus élevé. Donc vous voyez qu'il faudra qu'on fasse, comme dans l'autre étude, des ajustements statistiques
pour rendre les deux populations comparables, parce qu'à la base, elles ne sont pas comparables, parce que c'est des études de vraie vie, il n'y a pas de randomisation. On voit qu'il y a plus d'IRS aussi dans le bras AVK, d'IPP, donc il faudra ajuster sur les traitements aussi. Et donc on fait ces analyses statistiques, et qu'on fait un premier ajustement, ce qu'on a appelé le modèle 1 sur 22 variables, et ça, tout ça c'est les comorbidités. Et puis ensuite dans le modèle 2, on rajoute les antiplaquettaires, les IPP, la cordarone, les IRS, on rajoute les médicaments, c'est le modèle 2, et donc on a 28 variables. Et puis on vient de terminer une troisième analyse statistique où on fait le score de propension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on fait toutes les analyses statistiques pour rendre les deux groupes comparables. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont eu le rivaroxaban et l'autre qui ont eu les AVK. On regarde le résultat, donc 86 ans, la moitié avec une démence, dénutrie. Et bien quand on regarde les hémorragies majeures, qui était le critère principal, 2000 patients en gériatrie, il y a moins d'hémorragies majeures ici sous rivaroxaban comparé aux AVK où là il y a plus d'hémorragies majeures. Et vous voyez que sans ajustement, après ajustement, on retrouve de façon significative sur le modèle ici, modèle 1, les comorbidités, près de 50%, 47% d'hémorragie majeure en moins sous rivaroxaban que sous AVK. Donc là, c'est la première fois qu'on a une étude en gériatrie, 86 ans, en France, où il y a moins d'hémorragie majeure sous rivaroxaban que sous AVK. Deuxième chose, c'est les hémorragies cérébrales. Là, on retrouve, comme dans la littérature, comme dans partout, mais il fallait le montrer en gériatrie, qu'il y a moins d'hémorragie cérébrale. Vous voyez qu'assez tôt, la différence se fait dès 2 mois. Au bout de 2 mois, il vaut mieux être de ce côté-là, où on fait moins d'hémorragie cérébrale sous rivaroxaban. On en fait plus ici sous AVK. Et comme dans la littérature, on retrouve 0,38, ça fait 62% d'hémorragie cérébrale en moins sous rivaroxaban que sous AVK. Et c'est significatif après ajustement sur les comorbidités. Les hémorragies fatales, là aussi, vous voyez qu'il y en a moins. La survie sans hémorragie est là. Il y en a moins sous rivaroxaban que sous AVK, près de 60%. Mais là, vous voyez, ça touche la barre du 1, ça n'est plus significatif. Il faut dire qu'il y a eu très peu d'hémorragies fatales, il n'y en a eu que 9. Donc ça fait un intervalle de confiance important. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de puissance, avec seulement 9 événements, pour montrer quelque chose. Mais on voit les deux courbes sont quand même très différentes. Donc moins d'hémorragie majeure, moins d'hémorragie cérébrale, moins d'hémorragie fatale. Sur les hémorragies digestives, là vous voyez quand on regarde la valeur du petit p, elle n'est pas significative. Il n'y a pas de différence entre AVK et rivaroxaban. Ça fait pareil sur le risque d'hémorragie digestive. Là, il n'y en a pas moins. Alors, quand on regarde en chiffres, vous voyez que il y a quand même, c'est pas qu'il y a 0 hémorragie, on a 6% d'hémorragie majeure sous rivaroxaban. Donc, quand on n'est pas en population gériatrique, c'est plutôt 2 à 3%. Donc, vous voyez, nos patients, ils saignent 2 fois plus que des patients plus jeunes. Mais ça, c'est sous rivaroxaban. Vous voyez que sous AVK, on retrouve ce que je vous ai montré sur la première diapositive, où on est autour de 10-11% d'hémorragie majeure. Donc il y en a moins, on a 40% de moins sous rivaroxaban que sous AVK. Les hémorragies digestives, pas de différence. Les hémorragies cérébrales, vous voyez que sous AVK, c'est 3%, c'est beaucoup. Donc régression là aussi. Et les hémorragies fatales, vous voyez qu'il y en a 1% là contre 3% sous AVK. Donc dans notre population très fragile, c'est pas qu'il y a 0 hémorragie sous rivaroxaban, mais il y en a moins que sous AVK. Et ça, c'est ce que je vous montre. Ça, c'est les études, l'étude randomisée, l'étude Rocket, ils avaient 71 ans et demi, il y avait près de 3,6% d'hémorragie, et nous, on a 6,3%. Mais nos patients, ils ont 86 ans par rapport à 71 ans. Donc c'est complètement logique, il y a plus de risques. Par contre, il y en a moins d'hémorragie que quand on prend des gens sous AVK. Et si on prend des gens plus jeunes, dans une autre étude, vous voyez, c'était 2%. Pour ça, je dis c'est 2-3%. Et nous, dans notre population, c'est plutôt 6%. Sur les AVC ischémiques, on n'observe pas de différence entre AVK et le rivaroxaban. Vous voyez que les deux courbes sont pareilles. Donc c'est vraiment sur la sécurité qu'on gagne avec les AOD plus que sur l'efficacité. Et ça, c'est la dernière courbe, qui est donc la courbe avec là le modèle sans ajustement, ajustement comorbidité plus médicaments. Et vous voyez qu'à la fin, on est à 0,65. C'est significatif, ça fait 35%
d'hémorragie majeure en moins sous rivaroxaban que sous AVK. Donc 35% en moins après avoir ajusté sur les 28 paramètres. Donc tous les paramètres potentiellement confondants. Sur l'hémorragie cérébrale, vous voyez que c'est significatif le bénéfice quand on ajuste sur les comorbidités. Quand on remet les médicaments dans le modèle, ben là vous voyez que ça coupe le 1, ce n'est plus significatif. Alors c'est toujours 50% de réduction, mais comme on ajuste sur 28 variables et il n'y a eu que 11 hémorragies cérébrales, on perd en puissance. Ce qu'on appelle l'intervalle de confiance ici augmente parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements. Mais il y a quand même toujours 50% de réduction d'hémorragie cérébrale. Hémorragie digestive, vous voyez qu'on coupe la barre du 1, donc il n'y a pas de différence significative. Les AVC, c'est pareil, ça coupe la barre du 1, il n'y a pas de différence entre AVK et rivaroxaban. Et on voit bien le résultat, pourquoi il faut ajuster, c'est quand on regarde la mortalité totale. Là, on pourrait dire qu'il y a moins de morts sous rivaroxaban que sous AVK, mais là, il n'y a pas d'ajustement. Et je vous ai dit, les gens sous rivaroxaban sont potentiellement un peu moins de comorbidité que ceux sous AVK. Quand je mets les comorbidités que j'ajuste, vous voyez que là, ça coupe la barre du 1 et il n'y a plus de différence. Ça veut bien dire que la cause de mort, c'est les comorbidités. Ce n'est pas les médicaments anticoagulants, c'était les comorbidités. Et donc, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Le dernier résultat, c'est qu'est-ce qui fait saigner les patients sous anticoagulants ? Eh bien, donc là, on prend notamment, parce qu'on a besoin de savoir sous rivaroxaban, donc vous voyez qu'il y a 63 patients qui ont saigné sur les 932. Alors, qu'est-ce qui fait ? Ils sont plus âgés. Ils ont plus 87 ans par rapport à 86 ans là. C'est plus souvent des hommes, limite significatif. Ils ont plus souvent une anémie, tout ça est très logique. Et ils ont une fonction rénale qui est un peu moins bonne, vous voyez, la clairance est plus basse. Et ce qui est très intéressant, et moi ça m'a beaucoup surpris, parce que moi je disais, ok, la fonction rénale, c'est un point majeur avec les AOD, puisqu'ils sont une élimination rénale, mais je pensais que tous les paramètres gériatriques étaient très importants. Et vous voyez que finalement, la démence, ça n'augmente pas le risque d'hémorragie, les chutes n'ont pas augmenté le risque d'hémorragie, la dénutrition n'a pas augmenté le risque d'hémorragie, l'antécédent d'hémorragie c'était pas différent, les comorbidités, ça sortait pas là, les scores, donc vous voyez, c'est vraiment tout est tiré par la fonction rénale. Donc c'est super important de bien évaluer la fonction rénale parce que c'est le principal facteur de risque hémorragique, c'est la fonction rénale. Alors là, on peut se dire quand même que comme c'est des gériatres, on a peut-être bien géré. C'est des démons qui sont bien encadrés. Il y a eu un bilan chute. Ça aurait été des non-gériatres, peut-être que ça sort comme un facteur de risque hémorragique. Mais en tout cas, géré par des gériatres, quand on sait gérer les comorbidités, ce qui reste comme facteur, c'est la fonction rénale. Parce que ça, on n'y peut rien. Les patients, ils ont une altération de la fonction rénale qu'on ne peut pas guérir. Et dans le modèle multivarié, on voit que plus on est âgé, plus on risque de saigner, ça on sait. Plus on est un homme, plus la clairance de la créatinine est basse. Et antécédent d'anémie, vous voyez, quand on a déjà saigné une fois et qu'on a de l'anémie, c'est aussi un facteur associé. Mais donc, effectivement, c'est la fonction rénale qui doit être un point très important quand on donne un AOD à nos patients gériatriques. Donc cette étude, elle a été, pour l'instant, je regarde la littérature, il n'y a pas eu une aussi grosse étude prospective, 2000 personnes en gériatrie, avec un suivi d'1 an, donc on est assez content avec le professeur Beru. On a une population très âgée, très fragile, et le résultat, en comparaison à des AVK, eh bien le rivaroxaban qui était l'AOD testé là, il y avait moins d'hémorragie majeure, moins d'hémorragie cérébrale, et donc là on a des données pour dire qu'on peut utiliser le rivaroxaban dans nos populations gériatriques. Je vous remercie.